Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Une nuit au monastère. Cette fois-ci, nous vous invitons à découvrir la personnalité attachante de Philippe Risoli, présentateur vedette des années 90-2000 sur TF1 et d'autres grandes chaînes comme Canal+. Si vous voulez en savoir un petit peu plus et partager avec lui cette immersion, bienvenue dans Une nuit au monastère. Ah oui, d'accord. Oui, c'est magnifique là. Bonjour Philippe Risoli, bienvenue. Bonjour, enchanté. Ça a été la route? Impeccable. Le train? Pas de problème, très c'est rapide en fait, finalement. En venant de Paris, ça va tout seul? Oui, on arrive dans un endroit très calme par rapport au tumulte de la vie parisienne, mais finalement on n'est pas si éloigné que ça. Ça vous rappelle aussi un petit peu l'ambiance des villes et villages où vous êtes allé tourner et où vous continuez à tourner quand vous faites du théâtre? Ah oui, c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'il y a il y a un calme dans la journée, une sérénité, on pourrait presque dire, qui n'existe pas dans les grandes villes. Mais alors quand on fait du théâtre, au moment où le rideau s'ouvre, on s'aperçoit que les salles sont pleines. J'ai cette chance en tous les cas. Et on se demande toujours un petit peu, mais d'où viennent-ils? Puisque là, on peut se retourner. En fait, on voit quasiment personne, par une dame qui lit là sur un banc et tout, voilà. Alors dites-moi, pourquoi vous avez accepté de venir tenter cette aventure avec cette immersion de 24 heures dans une abbaye comme ça? C'est une chance en fait qu'on me propose ce genre d'expérience. Donc j'aurais trouvé ça dommage de passer à côté de cette opportunité de découvrir un endroit que je ne connais pas, dont j'ai lu quelques petites choses ça et là qui ont excité ma curiosité. Finalement, avoir 24 heures un petit peu hors du temps sur une sorte d'île au milieu de l'océan, ça me paraissait tout à fait sympathique. Et puis vos origines italiennes et aussi bretonnes, dedans il y a des liens quand même avec l'Église, avec la religion catholique, qui ont peut-être laissé des fils jusqu'à vous. Mes grands-parents italiens étaient très croyants. Ma grand-mère italienne surtout était croyante et pratiquante. Ça vibre un peu en vous en arrivant ici? Oui, en tous les cas. Et de toute façon, il y a aussi, indépendamment de toute croyance au niveau, moi très souvent, lorsque je me balade dans les villes françaises, mais j'adore voyager, donc que ce soit finalement partout dans le monde, on trouve des monastères absolument magnifiques. Alors j'ai jamais passé, jamais dormi, mais enfin il m'arrive souvent d'y passer. Ce sont des lieux de toute façon apaisants. Oui. Donc c'est pas mal non plus. Je vous invite à rentrer maintenant. Merci à rentrer beaucoup. Et je vais vous conduire auprès du père hôtelier, si vous voulez bien me suivre. Allez. Père Louis-Marie, bonjour. Voilà. Bonjour, enchanté Philippe. Je vous présente Philippe Risoli. Père Louis-Marie. Voilà, merci de l'accueillir. C'est un honneur, une joie. Nous sommes ravis de vous accueillir. C'est un plaisir pour moi. Voilà. Vous êtes déjà venu dans un monastère peut-être, non? C'est la première fois? Alors, passer 24 heures, c'est la première fois. Rentrer dans un monastère, non, je l'ai déjà fait. Je le disais en arrivant, la dernière fois, c'était il n'y a pas longtemps, c'était en Crète. Vous voyez, c'était cet été, là. Alors, juste avant, je vais faire un échange oui, le fameux, avec notre invité. Oui, moi je vais vous donner un crayon et du papier contre votre téléphone. Ah, d'accord. Voilà. Je pense que j'y gagne, je ne sais pas. Oh non, ça dépend ce que j'écris. Voilà. Imaginez que j'écrive des mémoires qui plus tard... Voilà, le début du prochain livre. Vous êtes prêt pour cette tentative? Tentative de vivre 24 heures sans un téléphone? Oui. Oui. Je vous dis à demain. Eh bien écoutez, à demain, avec plaisir en tout cas. Alors c'est parti, maintenant c'est le grand saut. La règle bénédictine prévoit que quand nous accueillons un hôte, nous allions d'abord saluer le Seigneur. Donc je vous invite à me suivre, m'accompagner.
Ce que je vous propose tout simplement, c'est prendre un petit temps de silence pour confier justement votre séjour au Seigneur. Alors l'église du monastère de Solesmes est connue surtout pour cet ensemble de statues, la mise au tombeau de Christ et puis dans le transept nord, la mise au tombeau de la Vierge Marie. On ne connaît pas le sculpteur. Manifestement, c'est une équipe qui est très influencée par la Renaissance italienne. On voit sur le visage, il y a la tristesse qui domine, alors que pour Marie-Madeleine, c'est vraiment la confiance et l'abandon total. Cette statue nous est très chère à Solesmes parce qu'elle elle est en prière en silence au pied du Christ. Et donc c'est évidemment l'image de la contemplation par excellence à laquelle nous sommes voués. Puis tout au-dessus de nous, au-dessus de nos têtes, un grand calvaire avec le bon et le mauvais larron. Quand on accueille des enfants, c'est très intéressant. Les groupes scolaires, par exemple, ils nous disent toujours « Oui, mais où est Jésus ?» Et on leur dit « Ben non, Jésus, justement, a été descendu de la croix et il est là, au tombeau. » Et puis vous avez une petite scène charmante qu'on ne voit pas. Il faut se déplacer pour aller la voir. Personnellement, c'est la scène que je préfère. Ça raconte l'épisode de Jésus au temple. Au moment du retour, ses parents prennent le chemin du retour, justement, mais Jésus reste au temple et ses parents le cherchent pendant 3 jours et ils le retrouvent au milieu des docteurs. La Vierge Marie lui dit « Mon fils, pourquoi nous as-tu fait ça ?» Et puis Jésus répond « Ne saviez-vous pas que je dois être aux affaires de mon Père ?» Honnêtement, j'avais jamais vu la représentation de cette scène. Enfin, c'est un peu unique, ça, non? Moi, je ne connais pas d'autres représentations, effectivement. Et comme c'est une scène qui est un peu cachée, les gens ne la remarquent pas tout de suite. C'est beaucoup plus difficile à deviner que ce qu'on peut voir ici. Là. Oui, parce que de fait, là, en fait, la mise au tombeau, c'est une réplique de la mise au tombeau du Christ, avec pareil les apôtres autour. C'est typique de la Renaissance. Donc, c'est pour manifester tout simplement qu'on est dans une chambre funéraire, dans un tombeau. C'est une scène aussi que nous aimons beaucoup à Saint-Pierre parce que Saint-Pierre est au centre. La mise au tombeau du Christ, c'est la Vierge qui est au centre. Là, c'est Saint-Pierre qui est au centre. Il a un visage à la fois de contemplation devant la Vierge Marie qui est mise au tombeau, de tristesse aussi peut-être, mais on imagine que dans sa tête, il se dit « ça y est, maintenant c'est moi qui vais devoir porter l'Église ». D'où la grande vénération que nous avons au monastère pour les souverains pontifes. Voilà. Et donc, moi j'en ai connu 3, Jean-Paul II, Benoît XVI et puis maintenant le pape François. Alors j'en ai connu plus, moi je commence à Jean XXIII. Voilà. Jean XXIII, Paul VI, Jean-Paul Ier, Jean-Paul II, etc. Merci. Voilà, alors Donc là on est au magasin. Hein. Le magasin, donc il y a à la fois la nourriture pour l'esprit et à la fois la nourriture pour le corps. Donc on est dans une salle d'exposition. Cette maquette, c'est une bénédiction pour nous parce que donc elle a été construite par un ami du monastère, avec un cloître, avec une église, avec un jardin, des ateliers, une partie qui est réservée au dortoir, le réfectoire, etc. Et c'est immense en fait. C'est très grand, c'est très très grand, c'est mastoc. L'architecture raconte un peu l'histoire du monastère parce que vous avez l'église avec le clocher qui est vraiment la période des origines, la période médiévale. Ensuite la période classique avec la construction du prieuré. Et puis ensuite le grand bâtiment construit à la fin du 19e. Et puis enfin la dernière partie, la dernière aile qui a été construite après la Deuxième Guerre mondiale. Saint Benoît dit que les hôtes ne manquent jamais au monastère. Et ça, c'est vrai. C'est vérifié. Et c'est vérifié des centaines de fois. Ouais. Oui. Voilà. Et donc on a de tout, hein, des pères de famille, des étudiants, des jeunes qui viennent réviser leurs cours, leurs examens, beaucoup de prêtres aussi qui viennent se reposer chez nous. Ici, le temps s'arrête. Même si la journée est très réglée, vous allez entendre la cloche qui sonne pratiquement en permanence durant toute la journée. Mais comme on est en silence, voilà, toute l'agitation du monde extérieur s'arrête. C'est presque une ville dans la ville, quoi, finalement.
Oui, parce que votre remarque est juste, parce que Saint Benoît, justement, prévoit dans la règle que le monastère soit le plus possible autonome. Voilà, votre chambre. Alors, vous avez ici d'abord votre clé, que je vous demande de garder dans votre poche. Merci. Pendant la durée de votre séjour. Et puis, une feuille avec des informations pratiques, l'horaire, et puis les réponses aux questions habituelles que les autres se posent. D'accord. On va vous installer. Les vêpes vont sonner dans 5-6 minutes. D'accord. Vous allez entendre la cloche. Vous êtes cordialement invité à venir assister à cet office avec nous. Ok. Voilà. Bien, eh bien, soyez encore le bienvenu. Ben, merci beaucoup pour cet accueil. Et puis, à tout à l'heure alors. À tout à l'heure. Merci. Bonjour, enchanté. Père Prieur, qui est donc l'invité de KTO et qui vient aussi pour la première fois au monastère ici. Exactement. Vous avez déjà... Soyez le bienvenu. Merci. C'est une à bonne vous. expérience. Merci. Eplelus inducas in tentationes, sed liberam-nos a Vox nostra te Domine humiliter deprecendum, ut Dominice resurrectione sancti mysterio celebrandum, in pace tua securi a malis omnibus qui estamus.
Philippe Risoli, bonjour. Cher ami, cher Cyril, bonjour. Ça va bien, vous sortez de la messe là? Oui, oui, oui. Calme, silence, sérénité. Ah, très calme. Comment s'est passée la nuit? Très bien, très calme. C'est pas tout à fait mes horaires habituels. Donc j'étais un peu en décalage horaire, donc je me suis réveillé en plein milieu de la nuit. Mais enfin, très bien sinon. Ouais. Eh bien, je vous invite à m'accompagner. On va aller au scriptorium. D'accord. Un petit peu débriefer. Bienvenue. Nous sommes dans le scriptorium, dans une partie où il n'y a pas grand monde qui peut venir à part les moines. Merci d'être présent. Comment allez-vous? Je vais bien, bonjour, merci de m'avoir invité. Oui, c'est vrai que c'est une pièce absolument magnifique ici. Des livres, encore des livres, des maps-mondes, le calme absolu. Non, c'est superbe. Alors, depuis qu'on s'est vu, ça fait déjà 24 heures, oui. Vous avez vécu des choses un peu différentes, vous avez fait des découvertes. Est-ce que vous pouvez nous raconter? Oui, le plus important, c'est le calme qui règne ici par rapport au monde extérieur, le monde d'où on vient. On descend d'un TGV, somme toute, un peu bruyant. Et subitement, presque un coup de baguette magique, on se retrouve à l'intérieur de ces murs, avec où tout semble calme, apaisé, tranquille. Vous m'avez confisqué mon portable, donc aucune liaison avec l'extérieur. Donc voilà, oui, ça change d'autant plus qu'en ce moment, je suis, comme l'on dit, en promotion pour la sortie de mon livre. Donc c'est vrai que je cours, je vais, je viens, je rencontre beaucoup de gens, et puis subitement, donc, cette zénitude, si j'ose dire. Voilà, et puis, alors, j'ai pas rencontré beaucoup de moines, mais j'en ai rencontré essentiellement ce qu'on appelle le moine hôtelier, je crois. Père hôtelier, oui. Le père hôtelier, pardon. Et donc j'ai pu échanger avec lui, quelqu'un de très intéressant, surprenant parfois, mais intéressant. Qu'est-ce qui vous a surpris? Non, ne serait-ce que le mode de vie, c'est un choix de vie quand même, c'est pas évident de choisir de vivre comme ça en vase clos. Donc c'est vrai que mon métier d'intervieweur a repris un petit peu le dessus, c'est-à-dire que j'ai pas pu m'empêcher de lui poser un certain nombre de questions que doivent se poser tous ceux qui découvrent ça, comme c'est mon cas, c'est-à-dire à quel moment on fait ce choix de s'isoler, parce qu'on est quand même isolé. Là, moi je trouve ça formidable, parce que c'est vrai que ça fait 24 heures, alors je dirais pas d'isolement, mais encore une fois de sérénité, on se relâche, voilà. Maintenant, ce ne serait pas mon choix de vie de vivre comme ça en vase clos, entre hommes, sans radio, sans télévision, moi c'est ma base. Hein, oui. Mais sans parler de radio-télévision, sans information, par exemple, même si on me dit qu'on a la presse, qu'on a les quotidiens. Par exemple, ce matin, quand je me suis levé, c'est vrai, autant mon portable, curieusement, je pensais que ça allait me manquer, mais non, ça ne m'a pas manqué, si ce n'est en m'en servant comme appareil photo. C'est vrai que j'aurais bien fait des photos de l'endroit, qui est absolument magnifique, et évidemment, comme je n'avais pas pris d'appareil photo, donc voilà. Mais donc le portable ne m'a pas manqué au sens téléphone, email, SMS. Il sera grand temps de reprendre le moment voulu. Par contre, le fait de ne pas pouvoir allumer ma radio ce matin en me levant pour avoir des nouvelles du monde, puis il se passe tellement de choses en ce moment, que ce soit en France, mais à l'étranger, des bonnes et malheureusement beaucoup plus nombreuses sont les moins bonnes nouvelles. Mais enfin bon, les événements sportifs, voilà. Donc tout ça m'intéresse au premier chef, et de ne pas pouvoir l'entendre tout de suite, et même au moment où on se parle, je ne sais toujours pas finalement. Voilà, ça m'a un petit peu manqué. Sinon, pour le reste, oui, il y a une simplicité. Je m'attendais à encore plus de simplicité dans la chambre, que je trouvais finalement globalement plutôt confortable. Alors, la vôtre est meilleure que la nôtre, hein. Vous êtes un peu plus gâté. Ah d'accord, c'est peut-être d'accord.
C'est pour ça. Que dire d'autre? Oui, les questions que je lui posais, oui, c'est surtout des questions sur lui, d'ailleurs, non pas sur sa foi, parce que ça, chacun là à un degré plus ou moins important. Mais sur son engagement, le fait, me disait-il, que dès l'âge de 15 ans, c'est jeune, 15 ans, voilà. Et Il s'est senti appelé. Voilà, il s'est senti appelé, donc il arrive dans un monastère. Là, il y a alors c'est pas Marilyn Monroe, c'est pas 7 ans de réflexion, là c'est 6 ans de réflexion. Donc, mais alors lui il me dit, mais vous savez, il faut bien ça. 6 ans, moi ça me paraît une éternité, 6 ans pour. Surtout à cet âge-là. Voilà, pour se décider. Vous vous rendez compte, 15 ans, 6 ans, ça l'emmène à 21 ans. C'était l'âge de la majorité jadis. Voilà. Et puis après, décider comme ça de. C'est encore une fois, moi j'aime tellement lui l'appel de Dieu, moi j'ai l'appel du voyage. J'aime découvrir les populations, j'aime aller un petit peu partout dans le monde. Je suis curieux, mais au beau sens du terme, de tout. Vous voyez, ça me plaît vraiment, vraiment d'être ici, de regarder, d'emmagasiner tout ça. Ça va faire partie de mes souvenirs et de mes bons souvenirs. Mais c'est pareil, quand je vous disais, quand on s'est rencontrés, je suis passé en Crète cet été, où je suis allé me balader un peu partout. Mais pour moi, ça c'était un petit voyage. Mais quand vous vous retrouvez dans les tribus Hakka, au fin fond de la Thaïlande, près de la Birmanie, etc., ou chez les Hmong d'un côté, ou quand vous êtes alors en Afrique du Sud, où j'ai fait l'expérience d'aller dans les tribus Zoulous, par exemple, voilà, ou en Amérique du Sud, vous vous retrouvez dans les favelas du côté de Rio de Janeiro. Ça. Bon voilà, moi tout ça, ma vie, c'est ça. Alors quand lui me dit, parce que c'est à la fois immense ici, mais il n'empêche que c'est entouré il y a quelque chose d'une clôture. D'une clôture. Donc, comme un microcosme. Voilà, si vous voulez. Donc le périmètre est quand même au quotidien assez réduit. Et pourtant, quand on parle avec eux, il y a des moments où ils vont beaucoup plus loin que nous. C'est parfois déroutant en parlant avec les moines parce qu'ils ont une sorte de connaissance de l'humanité et même de l'actualité qui est le fruit de toutes les conversations qu'ils ont avec les gens qui passent. Un petit mot sur vos impressions quand vous êtes rentré dans le réfectoire? Alors ça, c'était un des temps forts parce que effectivement, on a vu un certain nombre de films, hein, donc c'est que maintenant, c'est la magie de la télé, du cinéma, c'est qu'on arrive, sans être jamais allé quelque part, à finalement avoir une idée assez précise de ce qui peut se passer à l'intérieur. Mais de voir toutes ces personnes en train de dîner dans un ordre croissant d'ancienneté, du plus jeune au plus âgé, avec certains rites, la façon de mettre la serviette un peu à l'ancienne, si j'ose dire. Et tous, il n'y en a pas un qui n'a pas mis sa serviette. La façon, même à la fin, d'essuyer les couverts pour ceux qui peut-être les gardent et dînent ou déjeunent toujours avec les mêmes couverts. Et puis le fait d'être tous du même côté de la table sans jamais dire un mot, c'est assez impressionnant. Alors à la fois, si vous voulez, c'est difficile parce que à la fois je comprends très bien et en même temps, encore une fois, moi, j'arrive à me dire que ça serait difficile pour moi, qui ai basé ma vie sur la communication et sur la parole. Oui, c'est sûr. Donc encore une fois, je respecte et je comprends très très bien. Et puis je trouve que ça fait du bien aussi de temps en temps de s'intérioriser, de ne pas parler. Mais je trouve que, à l'inverse, si vous voulez, moi, je fais l'expérience de venir ici, etc. Je serais presque tenté de leur dire, faites l'expérience de venir me voir moi. Voyez. Ces odeurs d'encens, ces chants latins, ce rythme, ça réveillait des souvenirs? Ah bah oui, des souvenirs d'enfants, d'adolescents. Je vous dis toute cette époque où je faisais ma communion. Alors moi, j'étais
une paroisse à Paris qui s'appelait Sainte-Geneviève des Grandes Carrières, à Paris dans le 18e arrondissement, qui existe toujours. C'est une église absolument magnifique. C'est là où je connaissais tous les curés, tous les prêtres, etc. Du coin. Mais mes parents ayant une petite maison à la campagne et étant désireux d'aller y passer des week-ends, donc je ne pouvais pas aller à la messe de Lyon-Chotin. Alors je me souviens, on m'avait fait une carte, parce qu'on vérifiait quand même que j'allais bien à la messe, et c'est là, en allant à la messe dans ce petit village, dans une toute petite église, que finalement j'allais à la messe, où j'ai fait l'enfant de chœur, où j'ai presque plus de souvenirs qu'à Sainte-Geneviève, mais que je revois les deux d'ailleurs, je revois les deux ces deux églises de temps en temps. Je regardais tous ces fidèles qui étaient là, qui se recueillent, qui connaissent tout par cœur sur le bout des doigts, et je sais pas, on a l'impression qu'ils passe une heure presque à se repentir, mais à se repentir de quoi? Après, à l'église, on n'est pas là non plus en représentation. C'est un endroit où on peut être bien sûr, tel qu'on est complètement intérieur, sans masque social. Et il y a beaucoup de gens en fait qui viennent pour remercier. Parmi eux, des gens qui viennent remercier pour les belles choses qui leur arrivent ou qui arrivent à leurs proches. Il y a beaucoup de gens qui viennent demander la guérison d'un tel. Que la vie peut-être soit plus douce pour leurs proches ou pour eux-mêmes. Alors, c'est beaucoup de ce genre de prières. Alors, quand vous dites qu'ils viennent, par exemple, demander, est-ce que finalement ça se concrétise parfois, quoi? Ah oui, heureusement. Sinon, il y en a qui reviendraient peut-être pas. Et puis surtout, il y a plein de gens qui témoignent de l'action de Dieu dans leur vie. Sur KTO, on a des émissions avec des témoignages comme ça, où les gens racontent comment ils ont cherché très 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 longtemps. Et puis à un moment, ils se sont dit que ok, je cherche, mais il n'y a rien. Puis finalement, à un moment, ils se sont sentis aimés intégralement, et ils ont su que c'était Dieu. Et ils ne savent pas l'expliquer. Hein. Ouais. Ils cherchent avec les mots, mais ils n'ont pas. Mais c'est évident. C'est le plus important, finalement. Oui. Ouais. Oui, heureusement. Mais c'est vrai que ces choses-là, je pense que vous faites partie d'une génération aussi qui a été élevée chrétiennement. Je crois que vous aviez deux grands-mères assez engagées. Oui, surtout une des deux, ma grand-mère italienne, qui, elle, ne manquait pas une messe. Voilà, quoi. Et cette pratique... L'autre était très, très croyante aussi, mais était moins pratiquante. C'est la Bretagne. La Bretagne. Et ça s'est un petit peu évaporé, la pratique, dans... Oui, mais je crois que ça, de toute façon, on le voit bien, on le sait. Il y a moins de pratiques religieuses. De pratiques religieuses maintenant que dans un temps plus reculé, quoi. Mais bon, je pense que ça n'empêche pas d'avoir une certaine foi, finalement. Alors ça serait foi en quoi? Ou foi en qui? Là, c'est difficile de répondre à cette question. Vous savez, on est toujours amené à croire. Vous parliez tout à l'heure de choses qu'on a demandées quand on a besoin. Encore une fois, je reviens à l'enfance, le nombre de fois où les enfants disent « Mon Dieu, si tu existes, fais qu'il se passe ci ou il se passe ça ». Alors parfois, ça se passe, on va dire « c'est formidable ». Parfois, ça se passe pas, on va dire « bon... » Il n'y a personne. Très bien. Voilà. Voilà, moi, si vous voulez, C'est difficile d'entrer dans ce sujet parce que c'est vrai que pour moi, dans la pratique, il y a quand même un côté décorum, si vous voulez, dont je n'ai personnellement pas besoin pour me recueillir, pour penser, pour etc. Ce qu'on appellerait la religion. Oui, voilà. Aller à la messe, avoir les sacrements. Voilà, et puis parfois, c'est pareil dans l'église qu'ailleurs. Vous avez des gens qui sont absolument extraordinaires. Moi, j'ai rencontré des prêtres qui étaient vraiment formidables, puis il y en a d'autres, peut-être moins ça, quoi, vous voyez. Donc voilà, parce que c'est une communauté comme les autres, finalement. Hein. Donc voilà, généralement, si vous voulez, je pense qu'en vieillissant, je vois notamment avec mon père qui dans les derniers moments de sa vie m'a parlé de l'au-delà.
Oui, pas vraiment. Enfin, lui, il était persuadé qu'il allait retrouver ma mère, qu'il aimait par-dessus tout. Ma mère et les autres, puisque c'était le dernier. Lui, d'où mon livre, d'ailleurs. Donc, c'était le dernier. Donc, il était persuadé qu'il allait retrouver... j'espère pour lui qu'il a retrouvé tout le monde. C'est un peu votre espérance aussi? Oui, moi, mes parents, je les adorais. Mes oncles, mes tantes, je les aimais bien. Donc, mais j'y crois qu'à moitié. C'est pas, si vous voulez, je me dis, ça serait formidable si c'était comme ça, parce que c'était des gens que j'aime bien, qui a priori m'aimaient bien, donc autant ça pourrait être sympa qu'on se retrouve. Autant les retrouver, mais j'y crois qu'à moitié. Vous voyez, pour une raison très simple, avec ma mère, on s'était toujours dit, on était très proches, on s'était toujours dit, le jour, s'il y en a un des deux qui part, a priori ça devait être elle, mais on ne pensait pas qu'elle partirait si tôt. Mais on essaiera de faire un signe, de faire quelque chose. Bon, ça fait 20 ans qu'elle est partie, j'ai jamais eu le moindre signe. En tout cas, je ne l'ai jamais ressenti. Oui, c'est ça. C'est compliqué. C'est assez subjectif. Voilà. Et puis, donc, voilà. le signe pour l'un n'est pas pour l'autre. Oui, bien sûr, voilà. C'est compliqué. Voilà. À part ça, vous avez ma grand-mère maternelle qui me racontait toujours qu'elle n'était allée qu'une seule fois sur la tombe de son mari, donc de mon grand-père que je n'ai pas connu, lui. Pourquoi ? Parce que la première fois où elle y est allée se recueillir sur la tombe de son mari, elle a senti très nettement une main se poser sur son épaule, ce qu'elle racontait. Après, peut-être qu'elle a fantasmé, j'en sais rien. Il y a plusieurs personnes qui ont fait des témoignages de ce genre. Voilà, donc une main s'est posée sur son épaule et lui a dit « Ne sois pas malheureuse ». Et ne reviens pas, parce que tu te fais de la peine en venant. Et donc, elle s'est affolée, elle a eu peur. Elle est partie en courant, et elle m'a dit, je ne suis... Et je lui ai dit, mais t'es sûr, t'es pas fait... Je pense que c'est dans ta tête, enfin. Elle m'a dit, non, j'ai bien senti la main sur l'épaule, mais elle a rien vu, par contre. Voilà, donc c'est vrai que chacun a sa part de mystère en soi, d'interrogation, etc. Alors moi, là, je parle, mais en général, je parle très peu de ce genre de choses, très très peu. C'est pas du tout le genre. C'est le bon endroit ici, quand même. Oui, bien sûr. Non, mais c'est pour ça. Puis parce que j'ai accepté aussi. Mais en règle générale, vous m'entendrez. Tout comme mon père ne m'en parlait pas, tout comme mon grand-père. Oui. Paternel ne m'a jamais parlé de ça. Enfin, vous voyez, c'était... voilà, chacun vit... Se débrouiller un peu avec ça. Voilà, et intérieurement. Est-ce que vous avez vécu un petit temps de solitude depuis hier, depuis votre arrivée ? Alors, je dirais pas de solitude, parce que pour moi, la solitude, c'est un peu négatif. C'est pas... donc, si je vous disais, oui, pour moi, un moment de solitude, c'est pas un bon moment, quoi. Donc, non, j'ai pas vécu un moment de solitude. Mais c'est vrai que disons que j'ai vécu surtout ce matin, par exemple, quand je me suis baladé, là, il y a un parc absolument magnifique, en plus entretenu vraiment... c'est assez beau. Moi, je m'intéresse beaucoup aux arbres. Les arbres me passionnent. Enfin, les plantes en général et les arbres. Donc, je les regardais. On a l'impression que c'est un peu comme ça, un peu fouillis en première vision, mais en réalité, c'est taillé, c'est coupé. Voilà, il y a des arbres absolument magnifiques qui vont des châtaigniers qui sont multicentenaires. J'ai vu des cèdres bleus du Liban qui sont là. Il y a des hêtres. Il y a un peu de tout. Il y a même des plantes méridionales, on va dire. Alors là, par contre, ça m'a vraiment surpris, qui ressemblent un petit peu à des aloés, genre aloe vera, vous voyez, des trucs comme ça. Je me disais, non, on n'est pas du tout dans la région. Je sais pas si c'est du fait des moines ou si c'est, je sais pas, le hasard d'une graine, je sais pas. Enfin, donc j'ai pris beaucoup de plaisir. Alors donc j'étais seul là, à ce moment-là, mais je peux pas parler de solitude parce que en fait, si vous voulez, j'étais solitaire comme je le suis souvent, parce que je suis à la fois un homme de scène, un homme de médias, un homme de contact, mais j'aime beaucoup la solitude. Enfin, pas la solitude. J'aime beaucoup être solitaire. Je suis plutôt solitaire de temps en temps. Voilà. Et les vicissitudes humaines, le mensonge, les dépits, les frustrations n'ont pas eu raison de vous ? Les mensonges de la part de qui ? Les des miens gens ou les... Des autres. Des autres ?
Parce que la vie, elle envoie 2-3 pics quand même. Bien sûr, oui. Vous n'avez qu'à lire mon livre, vous allez en trouver dans mon livre. Moi, j'attachais énormément d'importance à ma profession. Hein. Je pense que le métier que j'ai exercé, un peu moins maintenant, mais c'est un métier qu'on fait par passion. C'est pas un truc qu'on vous impose. Vous n'arrivez pas un beau matin en vous disant bah tiens, je vais faire ça. Non, moi, depuis que je suis tout petit, je voulais faire de la télé, de la radio, de la scène aussi. Ça, vous le racontez bien. Voilà, je le raconte. Dans votre livre, ça, il n'y a pas de problème. Il y a plein d'anecdotes. Ouais. On a l'impression que vous naissez quasiment avec une oui. radio sur l'oreille, et puis vous voyez la télévision débarquer. Oui, c'est ça. Et on vous suit dans ce livre. Donc, dites bien à mon fils que je l'aime, aux éditions L'Archipel, où là, c'est assez amusant parce qu'on vit des séquences d'histoire, de petites histoires, la vôtre, dans la grande histoire qu'on connaît, c'est les années 60, 70. Exactement. Et il y a plein d'anecdotes assez truculentes où on retrouve des choses qu'on a vécues ou que des proches ont vécues. Ouais. Ce sont des tranches de vie, en fait. Oui. Ce sont des tranches de vie. Alors, c'est évidemment la mienne, mais à travers celle de mes parents, à travers celle de ma famille, et puis à travers celle de personnes que j'ai jamais connues, mais qui m'ont marqué, comme par exemple le président Kennedy, par exemple, assassiné un beau matin à Dallas. Donc, ça, c'est dans ce livre, mais aussi l'occupation, Paris, la France occupée, à travers l'arrivée de mon père, immigré italien, etc. Mais c'est aussi la fin de vie qui m'a intéressé à travers, malheureusement, la fin de vie de mes parents, mais presque encore plus ma mère que mon père, parce qu'elle est partie beaucoup plus jeune. C'est la fin de vie. Mais c'est aussi les voyages. Alors après, avec des petites notes d'humour, comme par exemple la peur en avion. Qui n'a pas eu peur une fois en avion dans sa vie? Alors comment on réagit? Moi, je raconte un petit peu comment je réagis. Mais il y a plein d'autres choses. Et puis on aborde un petit peu l'univers de la radio, et puis toutes ces personnes qui m'ont suivi et qui, pour certaines d'entre elles, me suivent toujours d'ailleurs, raconter comment un petit gars de Paris 18e arrondissement, d'un milieu modeste, va arriver finalement à se faufiler, d'abord à faire des études longues, et puis à se faufiler dans ce milieu un peu nébuleux, un petit peu curieux, pour faire sa place, faire son trou. Et notamment présenter des jeux qui étaient regardés par 10 millions de personnes. Ah oui, c'était 10-15 millions de personnes quotidiennement. Donc c'est quoi, Juste Prix, Jeopardy? Ça commence avec Star Quiz, le premier jeu c'est là où mon livre s'arrête d'ailleurs. Sur Canal+. Star Quiz sur Canal+. Si je ne parle que des jeux, ensuite j'ai eu Jeopardy, il y a eu Interville, il y a eu Millionnaire, il y a eu Juste Prix, et puis Capital d'un soir, qui était un grand jeu en prime time, mais il n'y a pas eu que des jeux, il y a eu des variétés que j'ai adoré faire, comme La Nouvelle Affiche, par exemple, où je me baladais en province. Succès fou avec mes amis Patrick Roy et Christian Morin, et d'autres, SVP Comédie, etc. Et puis des émissions un petit peu plus confidentielles qu'on connaît moins, dont je parlerai dans la suite de ce livre, qui sont Vive à la vie, une émission sur la santé, par exemple, quotidienne sur TF1, c'est comme ça que j'ai commencé sur TF1, un talk show qui s'appelait Direct, où j'ai rencontré des gens absolument passionnants. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Une émission sur les animaux, qui était tous les dimanches sur TF1, qui s'appelait Les animaux de mon cœur. On s'est retrouvé sur Gulli aussi à reprendre. Alors ça c'est entre 2009 et 2012. Oui, effectivement, je suis sur Gulli et je reprends un concept mythique présenté par le non moins mythique Jacques Martin, qui s'appelait l'école des fans. Et mon challenge a été de réussir, sans oublier Jacques Martin, qui est vraiment le fondateur et qui sera à vie associé à cette émission avec les enfants. Mais je crois que j'avais réussi à moderniser un petit peu ce concept et en faire quelque chose qui restait quand même 4 ans à l'antenne, c'est pas rien. Quand la lumière baisse un peu et qu'on est moins dans le haut des spectacles, de la notoriété, ça se vit comment? Ça se vit différemment en fonction des personnalités, ça se vit différemment en fonction des différentes cordes que vous pouvez avoir à votre arc. Oui. Moi, ça m'est arrivé, ce genre de mésaventures au début des années 2000. La chaîne de télévision qui m'employait, et j'étais une des pièces maîtresses de cette chaine de télévision, s'est séparée de moi sans
raison particulière, je ne vais pas revenir là-dessus, mais c'est vrai qu'à ce moment-là, on s'aperçoit que ses amis, eh ben, il y en a beaucoup moins. Alors, était-ce vraiment ses amis, nos amis plutôt? Quand on fait ce métier-là, on est extrêmement sollicité, donc on est sur le qui-vive du matin au soir, on n'a pratiquement pas une seconde à soi. Le téléphone bouge pas mal. Comment? Ça sonne pas mal au téléphone? Oui, le téléphone sonne quasiment en permanence, voilà. Donc pratiquement du jour au lendemain, ça sonne beaucoup moins. Mais comme les gens sont malins, ils se disent, bon, bah, lui, quand vous avez atteint un certain niveau, on se dit, il va rebondir dans les 6 mois. Donc, il y a quand même ceux qui sont prudents et qui disent, on va le garder au chaud quand même, un petit peu. Et puis, petit à petit, si vous revenez pas dans le circuit assez rapidement, on vous délaisse un petit peu. Alors, le public, lui, ne vous oublie pas. Contrairement à ce qu'on m'avait dit, tu sais, c'est loin des yeux, loin du cœur, tu vas voir. Ah, moi, ça s'est jamais passé comme ça pour moi. Moi, j'ai toujours eu de la preuve, quand je me suis mis à faire du théâtre, les salles ont été pleines. Quand on va au théâtre, on va d'abord voir quelqu'un, on va voir la pièce, mais quand c'est du boulevard, quand c'est une comédie, on va voir les comédiens, il ne faut pas se tromper. Donc si vous n'avez pas l'adhésion du public, ça se complique un petit peu. Donc moi, je n'ai jamais eu ces problèmes-là, mais après, c'est l'entourage, c'est ce que je vous disais, c'est avoir un entourage d'abord qui soit d'une sphère différente de la vôtre, ça c'est important, mais c'est ma femme, c'est mes enfants, c'était mes parents, c'était un peu tous ceux qui gravitent autour de moi, le premier cercle, on va dire. Ça, c'est important. Malheureusement, dans ce métier, je dis pas que je suis une exception, mais je pense qu'il y en a beaucoup qui sont un peu seuls. Alors, qui, pour le coup, eux, sont solitaires, si vous voulez. Alors, qui sont entourés, tant qu'ils sont effectivement dans la lumière. Ça, du monde, des papillons, il y en a. Oui. Il y en a même sûrement trop, à mon avis. Donc on vit dans une illusion quotidienne, finalement. Mais dès l'instant où, effectivement, la lumière s'éteint, là, ces gens-là se retrouvent un peu seuls. Et je relate, d'ailleurs, dans mon livre, je parle de trois personnalités que j'ai croisées qui ont disparu dans des... Une speakerine. Oui, pour les plus anciens qui nous regardent, Jacqueline Huette. Jacqueline Huette, c'est un nom évidemment qui leur évoquera quelque chose. C'était les premières speakerines, Jacqueline Cora, Catherine Langer, Jacqueline Huette, qui était un top modèle avant d'être speakerine, qui avait fait toutes les couvertures de magazines, et puis qui un beau matin a été mis à l'écart de ce métier, qui a eu du mal, alors qui a, comme on dit, cachetonné dans ce métier pour pouvoir vivre, mais qui n'était plus vraiment dans la lumière, qui ne l'a pas supporté, qui s'est suicidé, et qui a eu cette phrase terrible, qui a laissé un petit mot en disant les artistes à qui on ne donne plus de projet sont comme les canards à qui on coupe la tête, ils continuent à courir avant de s'écrouler, quoi. La raison de ce livre, c'est de retenir un peu le temps qui passe? Non, la raison de ce livre, c'est encore une fois, toujours dans des trajets en voiture, en allant chercher mon père, en le ramenant lorsque ma mère n'était plus là. J'ai vraiment découvert mon père pendant ces 10 dernières années. Celui qui parlait jamais, il me racontait pas vraiment sa vie d'avant. Il s'est mis à me raconter son enfance, à me raconter ça. Je trouvais ça absolument passionnant. Je vais pas vous dire ce qu'il m'a raconté, c'est dans le livre. Donc voilà, ceux que ça intéresse pourront le voir. Mais moi, j'ai trouvé ça passionnant. J'ai voulu faire un livre. Le nom de code, c'était Le Dernier Témoin, parce que c'était la dernière personne vivante qui m'avait vu naître dans mon cercle rapproché. Puis il est parti avant, donc j'ai un peu transformé ça et j'ai raconté mon enfance dans cette famille. Et j'ai voulu les fêtes de Noël. Tiens, ça tombe bien. Les fêtes de Noël, c'est très importante dans ma famille. Le jour de Noël, évidemment. Et puis la veille. Alors, vous voyez, je vous disais quand je vous ai rencontré, moi, j'ai toujours la crèche de mon enfant. Je l'ai toujours avec ces petits personnages, avec Jésus, avec tout ça. Pour moi, c'est très important de l'avoir. Et donc, j'ai voulu réunir mon père, ma mère, ma grand-mère, des oncles proches, une dernière fois autour de ce qu'on appelle le réveillon de Noël. C'est la veille, le 23 décembre, et revivre avec eux le réveillon de mes 12 ans.
c'est une façon de prolonger un petit peu leur vie aussi. Et donc, à partir de ce qu'on nous a proposé à manger ce soir-là, à partir donc des personnalités de ces gens dont je parle beaucoup, hein, j'en brosse le portrait. On est avec vous, en fait, hein, à ce dîner. Voilà, oui, j'ai voulu que ce soit très imagé. Vous avez avec le petit plateau, avec la cigarette, le petit verre de vin pour le Père Noël. Ah ouais, complètement. Là, oui. On a mal avec vous quand vous êtes dans la caisse pour voir s'il va passer le Père Noël. Voilà, et vous l'avez peut-être un peu raté, mais le verre est bu. Mais en revanche, le mégot, c'est pas celui de la cigarette qui avait été déposé. C'est bizarre quand même. Donc un miracle de plus. Et donc à partir des cadeaux que j'ai trouvés au pied du sapin en me réveillant très tôt le lendemain matin, je raconte la vie de ces personnes, la vie de tous ceux qui ont connu ces années 60, 70, 80 et qui sont encore là, mais pas que, parce que sans arrêt, je fais des parallèles avec la vie de maintenant, de 2023. Oui, c'est pas de la nostalgie. Ah non, c'est pas du tout de la nostalgie. C'est vivant, c'est le passé, mais il est vivant, il vit encore en vous avec tous les membres de votre famille. Voilà. D'ailleurs, merci beaucoup pour ce beau livre. Et puis, c'est moi qui vous remercie d'en parler. J'en profite aussi pour vous remercier d'être venu vivre cette aventure, cette immersion là de 24 heures. C'était très intéressant en tout cas. Ça se termine. Et je m'en souviendrai longtemps, ça. Ce sera peut-être dans mon prochain livre. J'espère bien. Alors, si vous le mettez dans votre prochain livre, alors je vous rends votre téléphone. Voilà. Ah, ça c'est gentil. Mais vous voyez, curieusement, je suis ravi de le retrouver. Hein. Merci beaucoup. Je fais partie de ces personnes, je suis sans arrêt en train de... Je m'en sers, d'ailleurs, on appelle toujours ça un téléphone, et je m'en sers finalement très peu comme téléphone. Messagerie plutôt. Voilà, c'est plus... Information et messagerie. Où j'écris beaucoup, je lis aussi. Voilà. Mais alors, curieusement, ça m'a beaucoup moins manqué, je vous dis, que par exemple de ne pas entendre les infos le matin au réveil. Voilà. Je suis ravi de le retrouver. Merci, c'est gentil. Merci beaucoup. Et puis, bon retour dans le brouhaha et dans la course. Il faut bien que les bonnes choses ont malheureusement toujours une fin. Merci, je suis ravi de vous avoir rencontré en tout cas. Merci beaucoup, Philippe. Voilà, l'émission est terminée. Merci de l'avoir suivi avec nous. Vous pouvez la retrouver sur notre site www.ktotv.com et la partager autour de vous. Bonne soirée.